Si vous en avez marre d'être dépassé par votre enfant qui ne veut plus vous écouter, sachez qu'il n'est pas trop tard pour transformer la situation. Cet été, j'ai profité d'un voyage en Suède, premier pays à avoir aboli les châtiments corporels en 1979, pour vous décrypter les comportements que vous répétez inlassablement et qui vous amènent toujours au même résultat, ce que vous ne voulez pas, et pour vous expliquer comment faire pour améliorer les relations entre vous et vos enfants. Alors, accrochez vos ceintures parce qu'on s'envole pour Stockholm. Le chantage, les menaces, les punitions, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on entend beaucoup parler en France aujourd'hui et qui, malheureusement, risquent d'être réintroduites dans des foyers où les parents, dépassés par des enfants à qui on a tout cédé, ne savent absolument plus comment faire et donc vont tomber dans l'excès inverse au laxisme. Je parle bien de l'autoritarisme et donc à réintroduire toutes ces violences éducatives ordinaires parce qu'ils ont l'impression de récupérer un semblant d'autorité grâce à ces menaces, ce chantage, ces punitions, alors que bien sûr que cette parentalité positive, bienveillante, empathique, à l'écoute, appelez-la comme vous voulez, elle est plus longue. Les résultats sont plus longs parce que la méthode est plus douce. Mais ce que je peux vous garantir, et aujourd'hui ce que je vois avec le recul sur mes 3 enfants qui ont aujourd'hui 10 ans et demi, 8 ans et 6 ans, c'est que non seulement ça fonctionne, et ça permet vraiment de s'épanouir et d'avoir des enfants qui sont à l'aise, qui sont respectueux, qui sont bien élevés, qui sont à l'écoute, qui font attention aux autres enfants et aux autres adultes. Et ça, en fait, ça change la vie pour tout le monde. La vie d'un groupe, mais avant tout la vie de sa propre famille. C'est un petit verre sec. Mange, il est mort, papa il l'a mangé. Donc voilà, sûr qu'il y en a beaucoup qui me disent sur Instagram, sur YouTube, même en commentaire privé, mais Amélie, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que quand je vais dire aux parents, sois à l'écoute, sois ferme, reste sur tes positions, le parent va essayer de mettre ça en place. Il va essayer de le mettre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et quand il va aux 3 fois, c'est déjà beaucoup. Donc qu'est-ce qui se passe derrière? C'est qu'ils retombent dans ces travers et reviennent vers moi en me disant « Mais Amélie, ça ne marche pas. Pour que cette parentalité fonctionne, il faut que ça devienne un mode de vie. Il faut que ça devienne une philosophie. Il faut que ça soit ancré en nous. Il faut que ce soit systématique. Et pour que ça devienne systématique, il faut pratiquer énormément. Ça veut dire qu'il faut garder toujours en tête le fait que oui, ça va être long. Oui, c'est une dépense d'énergie. C'est un moment où aussi on va être impliqué à 100%. Vous savez, quand mes enfants me sollicitent ou quand mes enfants même se chamaillent, j'arrête tout ce que je fais. Et des fois, ça me saoule de tout arrêter parce que je suis en train de faire la cuisine, parce que je suis en train de plier du linge, parce que je suis en train de travailler, parce que je suis en train d'écouter un podcast, parce que je suis en train de lire un livre, parce que j'ai juste envie de réfléchir. Donc oui, évidemment que ça me saoule. Mais je sais que si je leur parle pour qu'ils arrêtent alors que je suis occupée à autre chose, ça ne marchera pas. C'est voué à l'échec. Donc oui, c'est pesant. Entendez-le bien, oui, c'est pesant de tout arrêter, de tout mettre en pause pour aller régler les problèmes de ses enfants. Mais en fait, si je n'ai pas cette posture-là, qui soit constante, qui soit automatique, qui soit systématique, ça ne marchera pas. Je ne peux pas faire 2 choses en même temps quand je suis avec les enfants. Et vous savez, c'est ce que j'observe énormément ici. On a fait énormément de musées. Le seul bateau au monde du XVIIe siècle dans cet état-là. T'as aimé, Constance, cette visite? Oui, Qu'est-ce que t'as le plus aimé dans cette visite? les bateaux Le bateau? et le cinéma. Ah, le film. De restaurants, de parcs. On a marché dans la rue. Les enfants sont calmes. Le niveau de décibels est bas. Et ce que j'observe de ces parents suédois, c'est qu'en fait, ils se mettent à la hauteur de leurs enfants. Ils n'hésitent pas à s'accroupir, à leur parler de visage à visage, à les prendre dans les bras. Des choses qu'on a oubliées en France où on a tendance à être au-dessus de l'enfant. Mais ça ne fonctionne pas parce que l'enfant est très frustré de ça. Le comportement de l'enfant, un enfant qui court, un enfant qui va avoir tendance à crier avec d'autres enfants, est assez naturel. Par contre, le fait de rester supérieur à l'enfant, ça va frustrer l'enfant qui, lui, ne comprend pas pourquoi son parent adopte une telle posture. Et donc, rien que le fait de se rebaisser et d'écouter l'enfant, voir s'il a un chagrin, s'il a une frustration ou voilà, s'il a une émotion négative d'une manière générale, de le prendre dans les bras pour lui dire voilà, je t'écoute, je suis là,
On peut se faire un câlin pour aller mieux et ne pas hésiter aussi à exprimer avec des mots ce que l'enfant a besoin d'entendre. Je suis là pour toi. Est-ce que tu veux me parler de ton problème? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu voudrais me dire? C'est important en fait que l'enfant puisse verbaliser. Et avec un enfant plus petit, un enfant de moins de 3-4 ans par exemple, des fois c'est difficile pour eux d'exprimer une idée, ça va être de faire des questions qui les laissent répondre par oui ou par non. Est-ce que tu aurais voulu faire ceci? Est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse cela? Et l'enfant va affirmer ou infirmer, ce qui va être beaucoup plus facile pour lui de se sentir écouté, de se sentir pris en compte. Et c'est ça qui va le permettre de lui-même de pouvoir passer à autre chose. Mais il a besoin de notre aide pour le faire. Il y a quelques jours, quand on est arrivé, on a été dans un musée et j'ai assisté à une scène symptomatique de ce que l'on peut retrouver chez de nombreuses familles françaises. On avait un papa qui était sur le départ. Donc imaginez, on est dans un musée qui ressemble à la Cité des Sciences à Paris, donc avec des murs d'escalade, plein d'expériences en tout genre. Et c'est le moment pour cette famille de partir. Le papa était à peu près installé comme je le suis aujourd'hui et il appelait sa petite fille. On l'appellera Colline. Et donc il était là, nous on était à côté, il disait « Colline !» Colline, viens, on part. Et il a répété. Je ne vais pas vous le faire pendant 5 minutes, vous avez compris le truc, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, il l'appelait. Et au fur et à mesure qu'il l'appelait, on sentait que le papa s'agaçait. À un moment, il est allé chercher sa petite fille. Il est allé la chercher et la petite fille, finalement, est venue, sans rechigner. Il lui a fait mettre ses chaussures, etc. Ils se sont rhabillés pour sortir. Et puis, alors là, j'ai loupé, j'ai pas tout observé non plus. Il a dû faire autre chose. Et en tout cas, le fait est que quelques minutes plus tard, il était à nouveau assis sur son banc, sa petite fille était repartie et il appelait de nouveau sa fille. « Colline, Colline, viens ici, on va partir !» Et là, on sentait que le ton vraiment montait d'un cran. Et là, pour le coup, il est retourné chercher sa fille, parce qu'elle ne venait pas en fait. Donc il est retourné la chercher et elle est revenue. Et ce qui est intéressant, c'est que ce papa a eu devant lui 2 comportements. Un comportement qui fonctionne, c'est-à-dire d'aller chercher sa fille calmement, et sa petite fille vient, et un comportement qui ne fonctionne pas, appeler sa fille de l'endroit où il était en espérant qu'elle vienne. Et en ayant ces 2 cas de figure, il a quand même reproduit celui qui ne fonctionnait pas, le fait d'appeler sa petite fille et de s'auto-énerver, en fait de faire monter la pression en lui, parce que sa fille ne venait pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'a pas su identifier le comportement qui fonctionne, c'est-à-dire d'arrêter de faire ce qu'on fait, de se bouger les fesses et d'aller chercher son enfant. Et la petite fille était assez jeune, elle devait avoir 5-6 ans. Donc bien sûr que sur des enfants aussi jeunes, on doit aller... Moi, je sais que par exemple, le midi, tout bêtement, quand je dis à table aux enfants, qui ne sont pas juste à côté de moi, je vais les chercher. Je leur dis, venez, on va manger. Quand je veux qu'ils rangent leurs jouets, je vais avec eux dans la chambre et je leur dis, toi tu vas ranger les poupées, toi tu vas ranger les voitures, toi tu vas ranger les Legos. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que ça vous va? Oui, non. Si c'est non, on voit. Mais en fait, quand on veut obtenir quelque chose de l'enfant, que ce soit le fait qu'il vienne, qu'il range ses jouets, qu'il se lave, qu'il se mette en pyjama, qu'il aille se coucher, il faut accompagner l'enfant. Il faut se mettre à la hauteur de l'enfant. Et il faut faire preuve de conviction avec et pour l'enfant. Si on attend qu'un enfant fasse de lui-même des choses qu'on attend de lui, c'est être voué à l'échec. C'est être sûr de se mettre dans l'énervement. Parce que ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera peut-être quand il sera adulte. Et encore, j'ai juste envie de dire, voyez quand vous demandez quelque chose à votre conjoint, est-ce que ça fonctionne? Peut-être pas toujours. Donc imaginez avec un enfant qui a bien mieux à faire qu'aller se coucher, que de ranger sa chambre, de se laver les dents. Bien sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc si vous voulez obtenir quelque chose de vos enfants, accompagnez vos enfants, allez les chercher, donnez l'impulsion. Soyez le guide en fait de vos enfants. Ça c'est très très important parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus sereine et épanouie parce que vous aurez beaucoup moins à crier. Et vos enfants aussi seront beaucoup plus coopératifs naturellement parce qu'ils ne seront plus dans cette altercation en permanence. Ils vous écouteront parce qu'ils sauront qu'ils sont aussi écoutés. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Et on ne peut pas demander quelque chose à l'enfant qu'on ne fait pas nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose qui est très important, ça, dans mon quotidien. Quand je m'adresse aux enfants, quand je demande quelque chose aux enfants, je vois si moi-même, je me l'impose aussi.
Et ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, si je dis aux enfants de limiter leur consommation d'écran, mais que je suis tout le temps, le soir, devant mon écran, je vais avoir un message paradoxal que les enfants vont capter. Alors, ça ne veut pas dire que je dois absolument jamais regarder les écrans, mais moi aussi, je dois être attentive à ma consommation d'écran, à me dire, ok, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je ne suis pas simplement en train de scroller pour scroller dans un état complètement passif? Vraiment, c'est de se poser ces questions-là. Et en fait, ces questions-là, elles sont intéressantes parce qu'elles nous font grandir. Finalement, quand on demande quelque chose à l'enfant, bah, c'est très important de se dire, pourquoi est-ce que je demande ça? Quand on met ce sens, ce qui est fantastique, c'est que tout s'aligne. C'est qu'il n'y a plus de, vous savez, de choses qu'on va dire dans le sens où, non, pas d'écran. Et puis l'enfant se met à hurler, bon bah d'accord, tiens un écran. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des loupés. Hein. Ça ne veut pas dire que parfois on sera plus fatigué et on va devoir lâcher. Et c'est important aussi de pouvoir l'expliquer à l'enfant. De pouvoir dire, oui, bah ok, là j'étais fatiguée. Ou là, parce que je suis fatiguée, ok, tu peux faire ça. Mais c'est exceptionnel. Et bien insister sur le fait que c'est exceptionnel et que l'exception doit rester exception. Constance, regarde-moi, souris. Mais t'as perdu une dent? La première dent que tu perds? Zéro, il avait plein de couleurs. Il va falloir qu'on te trouve une nouvelle casquette. Parce que t'as la casquette de la Suisse. Et il va te faire une casquette suédoise. Je crois que ton sac à dos est ouvert. C'est pas je crois, en fait, j'en suis sûr. Voilà, bon, c'est un sujet qui me passionne parce que je vois énormément d'incohérences sur ça, en fait, et qui va venir poser énormément de problèmes sur le reste. Et notamment ici en Suède, dans tout ce qu'on a fait, je l'ai beaucoup vu. Et c'est quand même beaucoup plus agréable quand on a des enfants qui sont respectueux des lieux où on va, qui sont respectueux de leur environnement, qui sont respectueux aussi des autres, qui sont aussi à notre écoute. C'est-à-dire quand on dit quelque chose, qu'il y ait assez aussi de contexte pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on ne peut pas faire ceci ou cela. C'est important aussi. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai toujours apporté beaucoup de soin à mes enfants, de leur dire pourquoi. Ok, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais pourquoi? C'est important de leur donner du contexte. Il faut savoir qu'un enfant est en phase de construction, hein, il se construit par rapport à son environnement, il est en phase d'apprentissage sur absolument tout. Pour nous, ce sont des choses qui sont innées, des choses qui sont complètement banales, normalisées. Mais pour un enfant, non. Il a besoin d'entendre toutes ces choses-là pour se créer sa cartographie, pour pouvoir créer ses repères et pour pouvoir avancer dans la bonne direction et encore une fois, dans le respect de toutes ces personnes, de tous ces lieux qu'il côtoie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous saurez en faire émerger la quintessence qui est de déjà repérer les aptitudes, les postures qui fonctionnent avec nos enfants et qui sont vraiment liées à notre accompagnement et à la mise à hauteur de l'enfant quand on s'adresse à l'enfant et surtout voilà, de donner du contexte pour que l'enfant puisse créer ses repères. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur des choses que j'ai pu expliquer ou aussi à me soumettre des idées pour de prochaines vidéos. Vous êtes souvent une source d'inspiration, je me pars souvent de vos problématiques pour créer du contenu qui puisse vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai soit par message, soit via une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo, ça c'est toujours bon pour mon engagement et pour la diffusion de cette vidéo auprès du plus grand nombre. Et puis voilà, prenez soin de vous, de vos rêves, pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.